Bonjour Éric Kerrouche. Bonjour. Merci d'être notre invité. Vous êtes député socialiste des Landes, vice-président de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. On va bien sûr largement revenir sur le texte sur le statut de l'élu qui est examiné en ce moment au Sénat. Mais d'abord, on va regarder 3 unes de la presse régionale. On les a sélectionnées. La une du Télégramme, exécution provisoire des peines. Le débat reste vif alors que Nicolas Sarkozy a passé sa première nuit en prison. La deuxième une, c'est celle de Var Matin sur la sécurité des musées en question. Comment mieux sécuriser les musées en France? La question est posée après le spectaculaire vol du Louvre. Et puis la dernière une, c'est celle du Journal du Centre. Environnement, climat de défiance. Malgré les crises climatiques, la transition écologique recule en France. Et si la tendance était inversée grâce aux initiatives locales? C'est ce que demande le journal. De quelle une avez-vous envie de parler? Sans doute celle sur l'exécution provisoire des peines. Oui, Emmanuel Macron qui a donc relancé le débat hier, qui a dit que c'était un débat légitime. Il faut le relancer, ce débat, pour vous? Alors, peut-être qu'on peut débattre, mais je ne suis pas sûr qu'il faille débattre des déclarations d'Emmanuel Macron. Parce que à chaque déclaration, il me revient une expression de Freud où il parle de pervers polymorphe. Et en fait, pour moi, Emmanuel Macron, c'est un pervers polymorphe. Parce qu'il est destructeur dans tous les domaines. À chaque fois qu'il fait une déclaration, à chaque fois qu'il dit quelque chose, il vient envenimer les choses. C'est vrai sur l'exécution provisoire des peines, c'est vrai sur les retraites. Et quelqu'un qui a été désavoué de manière successive aussi importante devrait apprendre à se taire. Manifestement, il n'en est pas capable. Et c'est un vrai souci. C'est le vrai souci de la politique française, peut-être qu'on y reviendra. Il devrait plus s'exprimer sur les questions nationales, se concentrer uniquement sur l'international. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on dit qu'on est dans une logique parlementaire et que c'est au Parlement de faire la politique et de prendre des mesures, dans ce cas-là, peut-être que le président de la République peut se contenter d'être ce qu'il est au titre de la Constitution, c'est-à-dire le garant des institutions, mais pas plus. Il ne peut pas être arbitre et être sur le terrain. Et il est incapable d'assumer une position humble. Et du coup, sur l'exécution provisoire, il faut relancer le débat ou pas? Il faut la revoir, cette exécution? Écoutez, sur l'exécution provisoire des peines, sur la condamnation de Nicolas Sarkozy, moi j'invite tout le monde à consulter le document qui fait 400 pages et qui montre bien qu'a priori, il y a quand même, sur la situation de Nicolas Sarkozy, plus que des doutes et plus que des soupçons. Donc, moi, je ne comprends pas. On a une droite et une extrême droite qui, sans cesse, nous demandent d'être sévère, qu'il n'y ait pas de possibilité de récidive, que justement on condamne dès le départ, qu'il y ait une exécution provisoire des peines. Et quand ces gens sont concernés, aussi bien Marine Le Pen que Nicolas Sarkozy, alors ça s'applique à tout le monde, sauf à eux. C'est pas possible. La justice, elle est égale et elle concerne tout le monde. Nicolas Sarkozy, qui s'est adressé aux Français hier avant d'être incarcéré à la prison de la Santé, ce n'est pas un ancien président de la République que l'on enferme, c'est un innocent, a-t-il écrit. Qu'en pensez-vous? Non mais, enfin, je veux dire, on incarcère Nicolas Sarkozy, il s'avère qu'il a été ancien président de la République. Alors d'abord, le symbole, il est un peu dramatique pour la France, et d'une certaine façon, je ne me réjouis pas de cette incarcération. Néanmoins, il n'en demeure pas moins qu'il est injusticiable comme les autres. Point. On l'a vu dans le journal, Sébastien Lecornu a donc annoncé hier devant les députés un conseil des ministres demain pour inscrire la suspension de la réforme des retraites dans le budget de la Sécu. Il y aura une lettre rectificative. C'est le procédé que vous attendiez? Nous attendions un éclaircissement et hier, Sébastien Lecornu nous l'a donné. Si on est dans un débat parlementaire, si nous voulons avancer, alors il faut dégager de part et d'autre. Il manquait... on avait d'une certaine façon le fond, il manquait la forme. Et la déclaration de Sébastien Lecornu est venue rassurer en ce sens, en prenant une mesure technique qui permet une certitude. Donc c'est une bonne chose. Et c'est pour ça que, donc, par ailleurs, la déclaration du président de la République est vraiment insupportable. Mais qui lui parle de décalage, qui dit c'est pas une suspension, c'est un décalage. Comment vous l'avez compris? Je veux pas le comprendre. Je vous dis qu'il se taise. Vous n'écoutez que Sébastien Lecornu. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est quoi le plaisir pour le président de la République de mettre des difficultés
au Premier ministre qu'il a nommé 2 fois. C'est quoi le but de faire en sorte que le débat parlementaire qu'il est censé appeler de ses voeux, il le perturbe volontairement? C'est quoi cette déclaration de l'étranger sur la politique intérieure française? À quoi ça sert? À quoi ça sert à part à faire du mal? Et je pense que, en fait, le bilan des 2 quinquennats d'Emmanuel Macron, ça sera d'avoir fait du mal à la politique en France. Juste hier, le président de la République, il évoque de possibles perspectives de référendum sur ce sujet. Ça serait une solution pour vous? Je ne sais pas, mais il l'évoque tout le temps. Il l'avait déjà évoqué en 2024. Donc là aussi, je veux dire, il y a des problèmes où la parole publique, elle est constante et elle se traduit en actes. Mais on n'agite pas comme ça. D'abord, un référendum, c'est quelque chose d'important. On redonne la parole aux citoyens. Donc, soit on le fait, soit on ne le fait pas. Mais on n'évoque pas toujours cette possibilité, peut-être... Bon, voilà, encore une fois, c'est pas clair, ça sert à rien. Vous pensez que cette suspension de la réforme des retraites, elle survivra au débat parlementaire? Vous avez entendu ce matin, Steve l'a rappelé, les déclarations de Bruno Retailleau ce matin dans le Figaro. Délire et vieille lune socialiste pour s'acheter du temps. Alors, je pense que Bruno Retailleau, lui aussi, pourrait s'acheter du silence, parce que quand on arrive à détruire un gouvernement par un acte inopiné comme le tweet qu'il a fait, je pense que ça devrait l'appeler à une certaine humilité. Manifestement, ce n'est pas le cas, il n'a pas changé. Il n'en demeure pas moins que tout le monde doit comprendre, y compris le groupe Les Républicains, et y compris le groupe Les Républicains du Sénat, que où on avance ensemble, ou on n'avance plus du tout. Si c'est leur choix, qu'ils en fassent part. C'est pas le choix. Vous appelez le groupe LR ici au Sénat à ne pas faire obstruction à la suspension de cette réforme des retraites? Mais je les appelle simplement à être réalistes. Parce qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. On ne peut pas dire nous sommes la Haute Assemblée, nous représentons une certaine sagesse, et ne pas vouloir s'inscrire dans le débat parlementaire au titre que les débats ne vous plairaient pas. Un débat parlementaire, c'est exigeant. Alors, je peux comprendre qu'ils ne soient pas heureux que l'ensemble de leurs propositions politiques ne soient pas reprises. Néanmoins, là, on est dans un jeu différent où il faut essayer de donner un budget à la France pour stabiliser notre pays. On peut refuser les règles du jeu. Mais vous l'appliquerez à vous aussi? C'est-à-dire, si dans l'hémicycle, vous perdez par le vote certaines mesures que vous défendiez, vous direz, c'est la règle du jeu du débat parlementaire? Nous sommes inscrits dans un débat parlementaire qui est exigeant. Et nous savons très bien d'ores et déjà que toutes les propositions de notre contre-budget ne seront pas reprises. C'est-à-dire, la taxe Zuckman, si elle passe pas, elle n'est pas passée en commission. Si elle repasse pas dans l'hémicycle, vous direz, dont acte, c'est pas passé. Nous continuerons à faire des propositions en la matière. La taxe Zuckman, c'est une variation possible de plein de propositions. Et nous allons tout faire pour qu'il y ait de la justice fiscale, parce que c'est important. Alors, on va voir ce qui se passe dans l'hémicycle du Sénat, puisqu'à 5 mois des municipales, les sénateurs examinent en séance le texte sur le statut de l'élu. Et c'est votre éclairage, si vous avez suivi cette séance hier, sur le statut des élus locaux. Oui, c'est un sujet très cher aux sénateurs. Les premiers travaux consacrés au statut de l'élu remontent à 2018. À l'époque déjà, le Sénat constatait une crise de l'engagement local, crise qui s'est accentuée ces dernières années. Un chiffre pour illustrer le phénomène. Depuis juillet 2020, il y a eu en moyenne une quarantaine de démissions de maires par mois. Ça correspond à 2189 démissions au total en 5 ans, chiffre arrêté au mois de juin dernier par le Cevipof. C'est un niveau tout simplement historique, Oriane. Que propose le Sénat pour remédier à ça? Il y a 2 ans, Gérald Larcher lançait une initiative pour venir au chevet des élus locaux. Le texte examiné depuis hier est en fait une deuxième lecture. L'année dernière, le Sénat avait proposé et adopté une proposition de loi transpartisane. Les députés ont amendé la copie. Autour donc des sénateurs d'en débattre à nouveau depuis hier. La philosophie ne change pas. La voici, écoutez. Ce texte est un texte de reconnaissance par la nation d'un engagement citoyen exigeant, parfois ingrat, risqué, mais si essentiel, car il fonde notre démocratie.
Alors, dans le détail, que promet ce texte? 3 grands piliers, Oriane. Il s'agit d'améliorer les indemnités de fonction, de rendre plus faciles les conditions d'exercice des mandats ou encore de faciliter la reconversion des élus. Dans le détail, hier, les sénateurs ont voté une revalorisation des indemnités des maires. Le dispositif concerne les communes de moins de 20 000 habitants. L'examen du texte va se poursuivre cet après-midi. On suivra ça bien évidemment sur Public Sénat. Oriane, ça ne vous aura pas échappé. On est presque déjà en novembre. Si on veut que tous les dispositifs soient adoptés, il faut faire vite. Les élections municipales sont dans moins de 5 mois. Écoutez. Face au profond malaise ressenti par nos élus et alors que les élections municipales de 2026 approchent à grands pas, il est impératif que ce texte transpartisan, largement attendu et de nature à renforcer l'attractivité des mandats, entre en vigueur au plus vite avant le renouvellement de mars prochain. Monsieur le sénateur, est-ce que vous vous engagez à ce que tous les dispositifs soient votés, adoptés d'ici aux prochaines élections municipales? Alors, à titre individuel, oui. Mais en fait, c'est un processus collectif. Donc, nous allons finir de voter ce texte aujourd'hui et la balle sera ensuite dans le camp de l'Assemblée nationale. Nous faisons en sorte, par le travail déjà dans l'hémicycle du Sénat, que le texte soit le plus acceptable possible par l'Assemblée, de telle façon que j'espère que nous aboutirons à un vote conforme. Oui, mais donc, du coup, vous allez faire des compromis parce que je regarde en commission, vous avez voté une 50aine d'amendements. Il y avait une 50aine d'amendements qui ont été adoptés par rapport à la version de l'Assemblée nationale. Oui, mais honnêtement, ça peut sembler beaucoup. Sur l'architecture globale du texte, il y a un accord. Et en fait, on est plus dans le polissage que dans la reconstruction lourde. On parlait de cette revalorisation des maires. Est-ce que ça va permettre vraiment de stopper la crise de l'engagement? C'est une des façons de le faire. Alors, vous savez, les indemnités des maires, ce n'est pas un salaire, c'est une compensation du temps qu'ils donnent pour l'exercice de leur mandat. Il s'avère que ces mandats, et c'est assez documenté, sont de plus en plus chronophages, qu'ils sont de plus en plus incompatibles avec une activité professionnelle et que donc il fallait procéder à une augmentation d'indemnités qui ne sont pas très élevées. Donc pour le coup, il y a une augmentation pour les communes de moins de 3500 habitants de 10% de ces indemnités. Et ensuite, c'est dégressif jusqu'à 20 000 habitants. Donc c'est plutôt quelque chose sur un mode correctif. Mais il y a aussi la difficulté, hein, on l'entendait dans les témoignages de maires qu'on a chaque jour, pour les maires notamment des petites communes, de cumuler leur emploi et leur fonction de maire. Est-ce que vous pensez que ce texte, ça va aider à résoudre ça? Le texte, il concerne tous les aspects de l'exercice du mandat. Quand vous y arrivez, quand vous l'exercez autour pour, par exemple, vos autorisations d'absence ou vos crédits d'heures, quand vous travaillez, et donc que vous puissiez dire à votre employeur que vous pouvez vous absenter pour votre mandat, un peu plus de formation, un peu plus d'aide aussi pour les dispositifs, encore une fois, autour du mandat. Par exemple, le fait que vous travaillez, vous avez des enfants, comment je m'organise pour le soir? L'extension pour la garde des enfants, donc, est un des éléments. Le fait que vous êtes en déplacement professionnel et donc nous avons autorisé la visioconférence pour que vous puissiez continuer votre rôle à distance. Bref, aider autour et dans l'exercice du mandat. C'est le but parce que, au-delà de... Vous l'avez dit tout à l'heure, on a eu un nombre de démissions important. Ça a même cumulé dans l'année 2023. On est monté à 600 démissions. Donc on était au maximum 600 démissions de maires en une seule année. Donc franchement, on voit bien qu'il y a un malaise. Donc il y a deux objectifs. Sécuriser déjà les gens qui sont dans le mandat et surtout faire en sorte que ces fonctions électives se démocratisent. Pour qu'elles se démocratisent, il faut aussi qu'elles soient attractives et que tout le monde puissent se présenter à des élections sans penser déjà à toutes les conséquences négatives que ça pourrait avoir sur leur vie professionnelle ou sur leur vie personnelle. Il y a une crainte, c'est que certaines communes se retrouvent sans candidat aux prochaines élections municipales. Est-ce que vous avez des estimations sur le nombre de communes qui seraient concernées? Alors, avant les élections, il y a toujours une double crainte. La première, c'est qu'il n'y ait pas assez de candidats dans les mairies, et 2, que certaines communes n'aient pas de candidats du tout. Bon,
Donc, si on regarde un petit peu dans les enquêtes auxquelles j'ai pu participer au CEVIPOF, on se rend compte en fait que le taux de renouvellement des maires prévu pour l'année prochaine ne diffère pas a priori de ce que nous avions en 2020. C'est donc déjà rassurant. Ouais. C'est stable. Donc on ne risque pas de manquer de candidats de manière globale. Est-ce que de manière locale, il peut y avoir des difficultés ? Probablement. Ça a été le cas il y a 6 ans. Mais sur les 35 000 communes françaises, en fait, un petit peu moins, il ne faut pas croire qu'on va avoir une déshérence forte. Et on va voir justement ce que pensent les élus locaux de ce texte ainsi que du budget qui arrive. On va aller dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Roland Mourin, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maire d'hiver droite de Châteauneuf-les-Martigues. D'abord un mot sur ce texte. Roland Mourin, est-ce que pour vous il est le bienvenu ? C'est une amélioration, mais ça ne sera pas suffisant. Je pense que ce qui handicape beaucoup les maires, c'est tout ce qui pèse sur leurs épaules, et surtout dans les petites communes où ils ont moins les moyens d'avoir du personnel compétent sur tous les sujets qui touchent la gestion d'une mairie. Voilà, il y a trop de responsabilités pour tout et n'importe quoi. Et pourquoi vous dites que ça ne sera pas suffisant ? Du coup, qu'est-ce que vous attendiez de plus ? Attendez, 10% de plus, un maire qui touche 500 €, il va toucher 550. Je veux dire, ça ne va pas changer sa vie, ni rendre la fonction plus attractive. Mais je pense que le problème, outre financier, ce qui est de plus important, c'est toutes les responsabilités qui pèsent sur le maire. Et je pense que c'est plus de ce côté-là qu'il faut aller. On va en parler. Un mot juste sur ce que vient de dire Monsieur le maire, sur finalement l'insuffisance et la petite revalorisation des indemnités. Je comprends tout à fait la position du maire, mais l'idée aussi, c'est, encore une fois, moi je prône pour une rupture un petit peu plus forte qu'avec l'indemnité, en mettant en place un statut d'agent civique territorial où on aurait un vrai salaire, mais ça n'est pas encore accepté. Donc là, effectivement, on est dans une compensation qui, oui, je le crois, ne répond pas à l'engagement qui est celui de tous les jours des maires, notamment des communes de moins de 1000 habitants. Donc c'est une vraie difficulté. Maintenant, il faut que nous trouvions aussi un équilibre, parce que l'idée aussi à travers ce texte, c'est pas de dire que les élus, parce que c'est souvent la présentation, sont des privilégiés. Et donc on est sur une ligne de crête entre les droits et les devoirs. Et forcément, ça peut interroger. Roland Mourin, vous parliez des responsabilités qui pèsent sur vos épaules. Qu'est-ce qui vous pèse le plus ? Mais moi, encore, j'ai une mairie de 18 500 habitants, j'ai les services compétents et tout, mais c'est surtout les incertitudes de ce qui va arriver, les conséquences on s'occupe d'urbanisme, on s'occupe de sécurité, on s'occupe tout ce qui est en matière d'environnement. Et je veux dire, on n'est pas à l'abri de la moindre erreur et des responsabilités, et ça peut aller jusqu'au pénal. Voilà. Donc, on se décharge sur les maires sur beaucoup de choses. Et donc, voilà, il faudrait un peu donner de l'assurance aux maires pour qu'ils aient moins de risques. Voilà, parce que, je le répète, les petites communes ont moins les moyens d'avoir des personnes compétentes sur tous les sujets, et c'est compliqué pour eux. Et je pense que ceux qui pèsent le plus sur eux. Sur ce point précis, Monsieur le maire l'a dit, il y a vraiment une interrogation autour de la question de la responsabilité pénale. Parce que autant il y a peu de cas en volume de responsabilité pénale qui sont mis en cause pour les élus, autant quand ça arrive, les maires ont vraiment l'impression qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de leur tête et que les conséquences sont difficilement maîtrisables. Et c'est le cas. C'est le cas. Et donc, vraiment, nous avons fait en sorte, dans l'article 18 et 18 bis A, de répondre directement à cette question. Et je tiens à vous le dire, Monsieur le maire, c'est difficile à stabiliser, mais nous faisons en sorte de sécuriser l'action de tous les jours, parce que la responsabilité pénale, c'est une vraie interrogation
du mandat. Et il fallait remettre le métier sur l'ouvrage, ou l'ouvrage sur le métier, pardon. Et il est évident que là, ça va apporter quelque chose. Monsieur le maire, est-ce qu'il y a aussi des inquiétudes ou des contraintes liées à l'incertitude budgétaire qui pèsent sur vous et qui ont des conséquences sur votre quotidien, notamment liées à l'augmentation de certaines taxes ? Bien sûr, c'est la première préoccupation. Les collectivités sont tenues d'avoir un budget équilibré. Ce n'est pas le cas de l'État depuis 50 ans. Et donc les conséquences pèsent sur les collectivités parce qu'on est depuis longtemps, moi je suis maire depuis 2014, et on est la variable d'ajustement des finances de l'État, et ce qui rend notre tâche compliquée. À la fois, on nous supprime les dotations qui, à l'origine, étaient faites pour nous indemniser sur un transfert de compétences. On nous ponctionne financièrement de diverses manières et on nous oblige à faire des dépenses supplémentaires. Donc, voilà, ça devient difficile de gérer tout ça. Alors que, bon, on le sait, on est en période de crise financière depuis longtemps d'ailleurs. Moi, je pense qu'il faut travailler ensemble, serrer les coudes et avancer plutôt que d'être dans un rapport de force. Mais du coup, ça veut dire que vous êtes en première ligne face à vos habitants qui, on l'imagine, ne sont pas forcément très contents quand vous augmentez les taxes. Bien sûr qu'ils ne sont pas contents. Et quel choix avons-nous quand on supprime la taxe d'habitation, un impôt perçu par les collectivités, et bon, il y a une compensation, mais le compte n'y est pas. Et la seule marge de manœuvre que nous avons maintenant, c'est sur la taxe foncière qui n'est pas payée par tous les habitants d'une commune. Donc, ce sont toujours les mêmes qui payent. Donc, il y a un moment où c'est plus possible. Un petit mot, une réponse là-dessus, Éric Kerrouche ? Je peux que partager ce qui a été dit sur la suppression de la taxe d'habitation. Alors bien sûr, tout le monde était content que la taxe d'habitation à titre individuel soit supprimée. C'était faussement populaire, cette mesure présentée par Emmanuel Macron. Elle a profité à certains et pas à tous en volume. Et donc, les collectivités... Comment expliquer aux collectivités que, en gros, l'État gère mal et finalement, à un moment donné, on va se retrouver sur des collectivités qui, elles, ont des budgets en équilibre et, en fait, sont pris entre le marteau et l'enclume parce qu'il y a de plus en plus de pression qui vient de l'État et de plus en plus de pression qui vient aussi des habitants et des citoyens avec les demandes. C'est pas tenable et c'est pas normal non plus que les collectivités soient la variable d'adaptation de l'État. Merci Monsieur le maire, merci Roland Mourin d'avoir été avec nous, maire de Châteauneuf-les-Martigues dans les Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. On va continuer à parler de ces sujets. On va chez vous. Cette fois-ci, on retrouve Jefferson Desports. Bonjour Jefferson, merci d'être avec nous, grand reporter à Sud-Ouest. Jefferson, vous allez nous parler du grand acte de décentralisation promis par le Premier ministre. Et on va essayer de rétablir le son, Jefferson. On vous entend pas. Est-ce que vous nous entendez bien ? Alors c'est nous qui avons un petit peu du mal à vous entendre, Jefferson. On va essayer de rétablir la liaison. Jefferson, il voulait vous interroger sur ce qu'a promis Sébastien Lecornu lors de son discours de politique générale et devant les députés et devant les sénateurs, un grand acte de décentralisation avant les municipales. Qu'est-ce que vous en attendez ? Moi, ce que je sais, encore une fois, quand on regarde les différentes demandes des maires, des élus locaux, c'est qu'il y a une grande demande. Et cette demande, c'est avant tout une demande de stabilité. Parce que depuis 10 ans, il y a une succession de réformes qui ont été menées, s'agissant des territoires, que ces réformes ont été vite et qu'on est dans une période de stabilisation. Donc la première recommandation, ça serait qu'on soit dans une logique d'ajustement, mais pas de transformation institutionnelle qui, de toute façon, ne servirait pas dans l'état actuel, notamment avant des élections. Mais vous pensez que Emmanuel Macron, qui parle de décentralisation depuis 2017, il va réussir, c'est un grand décentralisateur, il va laisser faire ça? Je pense qu'Emmanuel Macron n'a aucune connaissance de la décentralisation. Aucune.
Donc ce sera un acte à minima? Alors non. Alors, en revanche, je sais que Sébastien Lecornu a eu un rôle, et j'ai eu l'occasion de discuter avec lui sur les bancs du Sénat. Il a eu un rôle en tant que ministre des collectivités il y a quelques années. C'est un élu local. Et donc il connaît à peu près la matière de la décentralisation. Emmanuel Macron ne connaît pas les territoires et n'a qu'une vue très superficielle de ce qui s'y passe. Et donc je conseille encore une fois que le président de la République, si on veut que ça avance, ne se mêle surtout pas de ce dossier. Ah, je crois qu'on a retrouvé Jefferson. Jefferson, je ne sais pas si vous nous entendez. Vous aviez une deuxième question. Du coup, j'ai posé la première. Ouais. Je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui, là, on vous entend. Bon, juste pour poursuivre, bonjour Éric Kerrouche, juste pour poursuivre sur ce sujet-là, est-ce qu'il faut ouvrir le chantier du millefeuille territorial, vu que Sébastien Lecornu veut un acte de clarification, y compris sur les compétences et les compétences financières? Donc, par exemple, est-ce qu'il faut supprimer un échelon? J'ai un agacement sur ce sujet qui est assez... Donc, il n'y a pas de millefeuille en France. Ça, c'est une version, je suis désolé, mais... Dans la plupart des grands pays européens, il y a 3 niveaux de gouvernement. Voilà. Donc, il y a des communes, des départements, des régions. Qu'est-ce qui fait la spécificité de la France? C'est tout simplement que, comme nous avons un émiettement, une atomisation communale extrêmement forte, nous avons choisi un modèle au niveau communal de coopération. Voilà. Mais il faut arrêter de parler de ce millefeuille. Dans ce cas-là, il y a des millefeuilles ailleurs aussi. Sur les compétences, la loi NOTRe a déjà avancé sur les compétences. Faut-il aller plus loin et raisonner uniquement en termes de compétences? Il y aurait bien quelque chose à faire. C'est que, simplement, on ne soit plus dans la verticalité et que certaines des fonctions qui sont confiées à l'État sur les territoires soient désormais confiées aux collectivités locales. Si on veut faire de la décentralisation, comme l'ensemble des autres pays autour de nous, alors il faut faire confiance aux collectivités. Merci Jefferson, pardon pour le problème technique. Merci beaucoup Jefferson d'avoir été avec nous. On vous retrouvera évidemment très vite dans cette émission. Et puis je signale, puisqu'on a beaucoup parlé du blues des mers, que le reportage de notre journaliste Jérôme Rabier sur le blues des mers est à voir sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup Éric Kerrouche. Merci. Merci d'avoir été avec nous.